Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Iran, Israël, jusqu'ici c'était par pays, par milice, par mouvement interposé. Là, depuis samedi, c'est affrontement ouvert. Pourquoi et où ça va mener? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et les bombes, les seigneurs de la guerre, chantés par Bob Dylan, Masters of War, les maîtres de la guerre, les seigneurs de la guerre, oui. Alors, oui, la guerre évidemment. Et on rappelle très rapidement ce que vous connaissez tous, mais il faut le rappeler. Un certain nombre de drones, 370 drones tueurs, 110 missiles balistiques et 30 missiles de croisière envoyés par l'Iran samedi en direction d'Israël. Il y a eu la réaction, on sait que 99% n'ont pas atteint leur objectif, ou en tout cas ont été éliminés même pratiquement avant de toucher le sol israélien. Évidemment, il y a 1400 kilomètres de distance entre l'Iran et Israël, en minimum. Il y a eu tout ce qui s'est passé. Alors, il y avait eu, donc, je rappelle, le 1er avril, une frappe attribuée à l'État hébreu sur le consulat iranien à Damas, qui avait éliminé 7 gardiens de la révolution, dont le général Mohammad Reza Saedi, commandant de la force al-Quds iranienne pour la Syrie et le Liban. L'ayatollah Khamenei, le maître de l'Iran, avait dit que ça ne restera pas impuni et que l'Iran va punir Israël. Et de fait, voilà ce qui s'est passé samedi, toute la nuit, où effectivement, il y avait cette espèce d'extraordinaire tension parce que d'habitude, on le dit aussi pour la Russie, pour l'Europe, les missiles vont mettre 3 minutes, 5 minutes à arriver. Eh bien là, il fallait évidemment quelques heures, bien sûr, pour franchir les distances. Il s'est passé ce qui s'est passé. Eh bien, on va en parler. On va en parler avec 2 personnes qui connaissent très bien la situation. Emmanuel Razavi, bonjour. Bonjour André, merci de me recevoir. Vous êtes dans Grand Reporter, je vous rappelle. On vous avait reçu récemment pour votre excellent livre La face cachée des mollahs aux éditions du Cerf. Et Jonathan Serrero, bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes en Israël et vous suivez, on vous a reçu aussi. Bonjour André. Pour parler un peu de cette situation. Alors, Emmanuel Razavi, en fait, est-ce qu'on peut dire, alors on dit oui, situation, réaction, contre-réaction, mais en fait, cette guerre Iran-Israël, elle existe depuis au moins 50 ans, si je ne m'abuse, ou en tout cas un peu moins de 50 ans. Vous avez absolument raison, il y a un jeu de guerre de l'ombre, qui existe depuis 1979 entre la République islamique d'Iran et Israël, alors qui a été de toute façon commencé par les mollahs, par les Iraniens. Pourquoi? Parce que lorsque Khomeini est arrivé au pouvoir en 1979, l'un de ses premiers objectifs, il y a évidemment des objectifs sur le plan intérieur, qui étaient d'islamiser le pays, d'imposer le voile, oui. Mais très rapidement, il a annoncé qu'il fallait détruire l'État hébreu, l'État d'Israël. Il l'a carrément dit comme ça, c'était vraiment ça, oui, prononcé comme ça. Il fallait éliminer l'État d'Israël, quoi. Ouais. En fait, c'était éliminer, détruire l'État sioniste, pour être précis. C'est ça, d'accord. Il l'écrit d'ailleurs déjà dans certains de ses textes dans les années 70, que je raconte, je crois, dans mon livre La face cachée des mollahs. Et si vous voulez, à partir de là, commence évidemment cette guerre de l'ombre qui va se jouer via, bien sûr, vous l'avez rappelé, les proxys, mais aussi via, je dirais, des assassinats ciblés, plus récemment via la guerre cyber, parce que les Iraniens, il faut le souligner, sont de très haut niveau en matière de guerre technologique et de guerre cyber. Bon, voilà. Pour autant, est-ce que l'Iran a les moyens de ses prétentions face à Israël? Franchement, je ne le crois pas, parce que c'est un pays qui aujourd'hui est très fragilisé sur le plan intérieur. Vous savez que depuis un an et demi. Oui.
On va effectivement, Emmanuel Razavi, vous avez raison. Pour autant, on va en parler. Mais je voudrais savoir justement par rapport à ce que vous avez dit. D'ailleurs, il faut rappeler ce qui s'est passé en Argentine aussi. Il y a eu des attentats. Enfin, vous en avez parlé effectivement. Bien sûr. De tout ce qu'il y a eu. Justement, je voudrais demander à Jonathan Serrero. Au fond, Israël devait, depuis le 1er avril et même avant, ils ont écouté aussi Ali Khamenei. Ils devaient s'attendre évidemment à cette ou pas à cette riposte iranienne massive sous forme de drones et de missiles. Je dirais, André, qu'Israël se prépare à ce qui s'est passé samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, depuis près de 30 ans, puisque Israël a mobilisé depuis près de 30 ans toutes les forces de défense et toutes les forces de défense militaires israéliennes pour contrecarrer l'attaque survenue dans cette nuit historique de samedi à dimanche, a fourni tous les efforts pour notamment fabriquer tous ces systèmes de défense antimissiles, que ce soit le dôme de fer, que ce soit le système Kretz, le système Flèche 3, ou encore le système Fronde de David, ou encore le système Arrow 3, donc le système Flèche 3. Et tous ces systèmes de défense sont parvenus à contrecarrer l'offensive iranienne. Alors, vous voulez dire, Jonathan Serrero? Oui, pardon, allez-y. Oui. Les services de renseignement américains ont tout de même été surpris par l'ampleur de l'attaque menée par l'Iran. Les services de renseignement israéliens ont aussi été surpris, entre guillemets, par l'ampleur de l'attaque menée depuis le sol iranien. Et c'est en cela qu'il y a une sorte de game changer dans ce conflit qui se joue depuis le 7 octobre entre Israël et les organisations terroristes de la région. Cette fois, on est dans un scénario tout autre, d'un État contre un autre État. Ouais. Mais alors c'est intéressant. D'abord vous dites que les deux ont été surpris, les Américains ont été surpris, mais les Israéliens ont été surpris. Mais quand vous dites qu'ils sont depuis 30 ans, est-ce qu'Israël considère depuis 30 ans, ou peut-être plus, l'Iran comme son ennemi principal? Si l'on suit attentivement les déclarations du Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui est au poste de chef du gouvernement israélien depuis 2009, Benyamin Netanyahou a fait de l'Iran son principal ennemi au regard du fait que l'Iran souhaite obtenir et souhaite fabriquer la bombe atomique, et au regard du fait, comme l'a dit Emmanuel, la volonté du régime iranien de vouloir rayer de la carte. On se souvient des déclarations de Mahmoud Ahmadinejad en son temps, de vouloir rayer de la carte l'État d'Israël en mettant la main sur la bombe atomique. Donc Israël, fort logiquement, fort naturellement, se prépare à contrecarrer les velléités belliqueuses du régime iranien. Alors, Emmanuel Razavi, justement, on était en train d'en parler. Est-ce qu'à votre avis, vous qui connaissez évidemment et très bien l'Iran et très bien un peu de ce qui se passe dans le cerveau des mollahs, enfin du régime actuel. Je le rappelle que le régime actuel ne veut pas dire le peuple iranien pour ceux, et on voit quelquefois qu'ils font des amalgames complètement imbéciles. Emmanuel Razavi, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, d'après ce qu'on sait, il y a eu certaines... Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on l'a entendu sur un certain nombre de chaînes d'information, est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran est à minuit moins 5 d'obtenir l'arme nucléaire? On le dit très souvent, oui, mais l'Iran est pratiquement prête, enfin, c'est une question, je dirais pas de jours, mais de mois, même pas d'années. Qu'en pensez-vous? Alors, tout d'abord, oui, bien sûr. Alors, deux choses. Je pense que mon confrère a tout à fait raison dans ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il y a vraiment un risque de chaos, parce qu'on est face à deux États qui pourraient en fait s'affronter. Et bien sûr, il y a en fait la menace nucléaire iranienne qu'il faut prendre au sérieux. Alors, pour autant, l'Iran actuellement connaît une crise économique très importante, une crise des liquidités très importante. Et donc, financer le programme nucléaire n'est pas aussi facile pour elle qu'elle le dit. Les estimations qu'on a un peu ou prou, c'est qu'ils sont en capacité aujourd'hui, vraiment de façon réaliste compte tenu de cette crise, d'avoir l'arme nucléaire probablement dans les 15, 16, 17 prochains mois.
Donc ça en fait un véritable danger. Ouais. Après, comme je vous le disais, l'Iran en interne subit quand même une grosse contestation. 2 tiers des Iraniens aujourd'hui sont contre le régime en fait des mollahs, donc c'est important. Donc il construit son assise finalement sur les rentiers du régime, qui représentent 25 à 30%. Les réactions qu'on a vues en Iran sont intéressantes. Globalement, la population iranienne, le peuple iranien, soutient Israël. Moi, j'ai discuté avec l'Iran là depuis. Ah oui, vous dites vraiment que le peuple, c'est pas un peu trop de dire que le peuple iranien soutient Israël? Ah je non, veux dire, alors, est-ce que oui. Non, mais vous savez ça, je crois mieux que moi, parce que vous connaissez très bien la région, André. L'Iran, le peuple iranien et le peuple juif, depuis 2600 ans, entretiennent une relation extrêmement forte. Je rappelle que c'est Cyrus le Grand qui a libéré en fait il y a 2600 ans le peuple juif, détenu prisonnier en fait de Nabucodonosor, qui a contribué à financer en fait le mur, le temple, pardon, de Salomon. Voilà. Donc évidemment tout ça est très loin, mais il y a cette tradition, si vous voulez, et globalement les leaders d'opposition. Moi hier j'ai parlé avec différents responsables en fait de l'opposition iranienne, qui me disent ce n'est pas notre guerre ce que fait l'Iran, c'est la guerre de la République islamique contre Israël. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est qu'Israël, en fait, justement, nous soutienne contre les mollahs aujourd'hui. Donc, c'est pas si simple, si vous voulez, pour ce régime, donc, en raison de cette crise économique, en raison de la contestation, en fait, en interne. Et puis, il y a une réalité, c'est l'armée iranienne. Alors, l'armée iranienne, évidemment, c'est une armée qui est importante. L'armée nationale, elle compte plus ou moins 400 000 hommes. Il y a les Pasdaran, les fameux guerriers de la Révolution, qui comptent 150 à 180 000 hommes. Il y a environ 200 000 réservistes actifs en Iran. Mais avec du matériel quand même, qui est du matériel qui date un peu. Voilà, donc ils sont pas en capacité, sans avoir des soutiens de puissance internationale aujourd'hui, je pense, de livrer une guerre digne de ce nom, en tout cas à Israël. Le risque, c'est qu'ils fassent jouer en fait leur proxy une fois de plus. De toute façon, c'est ce qu'ils font. Et puis c'est la menace terroriste contre évidemment les intérêts israéliens, mais contre les alliés. Les pays qui soutiennent aujourd'hui Israël. Alors, on va en parler, Jonathan Serrero, Emmanuel Razavi, après cette petite pause, parce que il faut pas se rappeler que quand même, du point de vue Iran, est-ce que la Chine, est-ce que la Russie, quel rôle vont-elles jouer? On a vu que, grosso modo, en tout cas, la France, l'Amérique et l'Angleterre ont soutenu Israël dans cette soirée des bombardements. Où en est-on? Où va-t-on? On en parle tout de suite après cette petite pause. Emmanuel Razavi, Jonathan Serrero, vous restez avec nous et puis vous aurez la parole, chers auditeurs, 0826 300 300 pour poser toutes vos questions et donner votre avis. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Emmanuel Razavi, grand reporter et auteur de La face cachée des mollahs, et Jonathan Serrero, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, qui nous appelle d'Israël. Donc, effectivement, on était en train de dire, voilà la situation. Que se passe-t-il? Que risque-t-il de se passer? Effectivement, cette fois-ci, vous l'avez dit, c'est État contre État. En même temps, là, le Kremlin, on vient de recevoir ce communiqué, appelle l'Iran et Israël à de la retenue. La Russie vient de lancer un petit appel pour éviter l'escalade. Ce qu'a dit ce matin, d'ailleurs, Emmanuel Macron, en disant oui, des frappes, oui, mais alors attention, uniquement militaire, faut faire très attention de ne pas excéder. Tout le monde, évidemment, et logiquement, appelle à la désescalade. Alors moi, la question que je vais vous poser, compte tenu de tout cela, désescalade possible, mais changement de paradigme sur la relation qui se passe, ça paraît totalement impossible, notamment cette solution que beaucoup d'entre nous font. Moi, personnellement, la solution à 2 États, elle est repoussée au calendrier grec, mais en tout cas, en ce moment. Et demain, qu'est-ce qui peut se passer? Et je reviens, et je voudrais avoir l'avis d'Emmanuel Razavi et celle de Jonathan Serrero sur les alliances par rapport à ces 2 blocs qui, aujourd'hui, sont évidemment totalement, plus que face à face, ils sont en affrontement presque mortel. Emmanuel Razavi. Alors, écoutez, vous parlez des alliances. Aujourd'hui, l'Iran entretient une relation quand même très forte avec la Russie. Vous savez que la Russie
forment en partie les services de renseignement iraniens depuis extrêmement longtemps. C'est les services russes d'ailleurs qui forment les Iraniens à la guerre cyber, notamment. Pour autant, je suis pas convaincu que les Russes aillent donner leur vie pour l'Iran. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui d'ailleurs ils appellent plutôt à la désescalade et à la retenue. En fait, personne n'a intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait un embrasement en fait, au Moyen-Orient. Ouais. Les Chinois, c'est pareil. Alors on sait que les Chinois sont très dépendants du pétrole iranien actuellement, qu'ils l'achètent à bas prix, mais néanmoins c'est pareil. Il n'est pas en fait dans leur culture en tout cas d'aller s'ingérer dans un conflit. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde veut éviter ça. Après, il y a une vraie question concernant la réaction israélienne et la réaction occidentale, d'après moi, c'est que le régime iranien n'a jamais été aussi fragile. Et que le vrai nœud du problème, le vrai nœud en fait du chaos au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ça reste l'Iran, ce sont les Iraniens. On le sait aujourd'hui, ce sont les Iraniens qui ont soutenu, en fait, financé, formé des djihadistes du Hamas et qui donc ont appuyé en fait le pogrom du 7 octobre. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est doit-on continuer à être faible avec l'Iran et se laisser impressionner par la menace? Et bien sûr, tout le monde a peur de la menace terroriste iranienne, mais est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un terme à ce régime qui menace la stabilité du Moyen-Orient et qui menace aussi les démocraties, Je voudrais juste faire une parenthèse. Les manifestations qu'on a vues en France, en Angleterre, aux États-Unis depuis le 7 octobre, très souvent, vous avez des éléments de langage de la République islamique qui sont prononcés par les manifestants, en fait, soi-disant pro-palestiniens, mais clairement qui sont pro-Hamas. Vous avez vu à Londres, il y a quelques jours, que des manifestants se promenaient avec des photographies, des pancartes, des posters de l'ayatollah Khomeini. Est-ce que c'est ce que l'on veut chez nous ? Oui, alors effectivement, on pourrait dire aussi qu'ils étaient minoritaires, ceux qui se baladaient avec les posters de Khomeini. Mais vous posez la question, au fond, oui, mais Emmanuel Razavi, on peut vous dire renverser le régime, oui, mais comment ? De l'intérieur, vous le savez mieux que moi et mieux que tout le monde, c'est très difficile, parce que même si une majorité du peuple iranien est plus que réticente, les Bassidji, les gardiens de la révolution, la police est quand même très forte. Et la question que je voudrais poser avant, justement, c'est est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que c'est, effectivement, pour avoir des souhaits ou des vœux pieux, mais est-ce que c'est possible de renverser ce régime ? Emmanuel ? Alors, écoutez, moi je crois aujourd'hui, compte tenu en fait de la somme, de problématiques que connaît sur le plan intérieur le régime, oui, c'est possible. Vous avez raison sur un point. Il y a aujourd'hui des gardiens de la révolution, il y a plusieurs millions en fait de miliciens du Bassidji, c'est une réalité. Donc je dis pas que ça va être une partie ou que ça serait une partie de plaisir. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien qu'une partie des Iraniens, en fait, je parle du peuple, attend de cela. Alors après, il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller cibler, pour les Israéliens en tout cas, d'après ce que je sais, mais notre confrère nous le confirmera, d'aller cibler les civils. Je crois que l'armée israélienne a des listes de sites militaires ou civilo-militaires. En tout cas, moi, c'est des informations en fait que j'ai à cibler en fait en Iran. Donc, on pourrait produire, si vous voulez, la paralysie du régime et amener ou à en tout cas conduire à son asphyxie. En tout cas, nous sommes au milieu du gué, c'est clair que cette histoire, même s'il y a des escalades, ne va pas finir demain. Justement, Jonathan Serrero, 2 questions. Est-ce que d'abord, il était question, mais on parlait évidemment, qu'il y aurait à avoir une riposte immédiate israélienne. Apparemment, c'est pas en 2 jours qu'on peut évidemment statuer là-dessus. Mais la question que je voulais poser d'abord, c'est qu'il y avait, on le sait, avant le 7 octobre, avant tout ce qui s'est passé, des très forts mouvements sociaux en Israël, notamment la grande polémique sur la Cour suprême de justice, et surtout Netanyahou qui était extrêmement contesté. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, est-ce que Netanyahou, le problème qu'il a pu y avoir sur les circonstances du 7 octobre est ramené à plus tard et pas maintenant, on discutera après, comme on dit, après la tension et les tensions, si possible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au fond, Israël, elle ne se sent pas seule, puisqu'on a montré qu'elle n'était pas seule, en tout cas le samedi soir, ce samedi la veille. Et est-ce que aussi Israël, pour le moment, a mis de côté ces querelles très fortes internes pour se rassembler eu égard à la gravité de la situation ? Jonathan. Déjà,
sur le soutien international, Israël, bien évidemment, et l'opinion publique israélienne apprécie ce soutien international, mais l'opinion publique israélienne sait que ce crédit international n'est pas éternel. On l'a vu lors de cette guerre dans la bande de Gaza. On sait, le monde s'émeut dès que l'armée israélienne frappe des cibles terroristes dans la bande de Gaza. Concernant, je dirais, l'unité de l'opinion publique israélienne, elle est de mise après cette attaque menée par l'Iran. Et aujourd'hui, l'opinion publique israélienne attend une réponse forte du gouvernement israélien. André, nous sommes au Moyen-Orient et peut-être que cela choque en Occident, mais c'est la loi du plus fort qui prédomine. Et pour se faire respecter au Moyen-Orient, il faut montrer les crocs et agir de manière forte. Alors, agir de manière forte, bien évidemment, comme l'a dit Emmanuel, ce n'est pas de frapper des civils iraniens. Israël n'a aucun intérêt à frapper au cœur de Téhéran des zones de population. Israël a assez de renseignements intérieurs au sein même de la société iranienne. Je vous le rappelle, le Mossad aussi agit en secret dans les rues de Téhéran et dans les rues iraniennes. Israël a aussi des banques de cibles militaires à frapper, pourquoi pas, sur le sol iranien, notamment peut-être contre les sites sensibles nucléaires de la République islamique. Et Israël peut aussi surfer sur ce crédit international et sur cette coalition aussi naissante contre le régime iranien pour continuer d'affaiblir ce régime des mollahs de Téhéran. Ouais. Donc, Jonathan Serrero, vous attendez, enfin, on ne donne pas de date, mais vous pensez qu'il y aura quand même de façon assez proche, une riposte israélienne. C'est inévitable. Je pense qu'il y aura une riposte israélienne. Cette riposte sera, je dirais, plutéiforme, notamment peut-être du côté du sol syrien ou du sol irakien, du côté des milices pro-iraniennes qui agissent depuis le 7 octobre contre le territoire israélien. Alors, je ne cite pas le Liban exprès, car le Liban, c'est, je dirais, un autre dossier, d'autres intérêts. Et pourtant, j'espère que le Liban ne sera pas qu'il y ait des... Oui. Non, j'espère que les le intérêts Liban beaucoup plus sensibles. Oui, effectivement. Et puis le Liban a déjà été très éprouvé. Espérons que la guerre ne se fasse pas sur son dos, qui est déjà très 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 éprouvé. Et il y a la force du Hezbollah aussi qui pourrait agir contre Israël. Alors, est-ce que Israël a intérêt à se lancer dans une guerre contre le Hezbollah et puis contre le patron iranien? Je le doute. Et il y a toujours cette guerre qui est menée dans la bande de Gaza. Contre le Hamas. Donc tout ça, effectivement, ce sont des fronts qui sont ouverts, ce sont des fronts extrêmement, je veux dire, plus que délicats, ce sont des fronts violents, ce sont des fronts ouverts, et voilà, et effectivement, comme vous dites, le rapport de force est très important. Le rapport de force, d'ailleurs, il n'est pas qu'au Moyen-Orient, hein. On le voit avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine et de la Russie aussi. Un dernier mot, Emmanuel Razavi, au fond, on a l'impression vraiment, et c'est toujours pareil, que des choses auraient pu être arrangées, des choses que le facteur humain joue tellement, que ce soit dans les rapports USA-Iran, on a bien vu les rapports qu'ils étaient au moment de Trump et qui est au moment de Biden, même si Biden a pris position, bien sûr. On a l'impression effectivement que ça reste, il y a les problèmes économiques, les problèmes existentiels, les problèmes idéologiques, les problèmes religieux, mais que le facteur humain reste fondamental. Alors oui, bien sûr, vous avez raison. Je voudrais dire que je souscris vraiment à 100% à ce qui a été dit par Jonathan tout à l'heure. Mais André, il faut être réaliste. Aujourd'hui, facteur humain ou pas, il est impossible d'avoir des négociations sérieuses avec la République islamique d'Iran. Depuis 45 ans, à chaque fois qu'on a essayé de discuter avec les Iraniens, ça s'est soldé systématiquement par des échecs. Même au moment des accords sur le nucléaire, en fait, à Vienne, de toute façon, ils ont menti. Ils n'ont pas respecté, en fait, le cahier des charges.
C'est une puissance aujourd'hui, la puissance iranienne, d'accord, qui a installé, alors je parle bien de la République islamique d'Iran, depuis 1979, qui a installé une stratégie du chaos au Moyen-Orient et une stratégie, si vous voulez, de la terreur vis-à-vis des États occidentaux, que ce soit les États-Unis, on se souvient de la prise d'otages, ils ont commencé par ça en 79, les otages américains, de l'ambassade en fait des États-Unis à Téhéran, le terrorisme, parler du Liban, vous vous souvenez de l'attentat en fait aussi du Draca, etc. Des attentats qu'il y a eu à Paris aussi dans les années 80. Donc moi aujourd'hui, je reste persuadé, je l'explique dans mon livre, je l'expliquais dans de nombreux reportages, articles, que vraiment le fond du problème c'est l'Iran et que l'on ne pourra jamais, 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 je le répète 3 fois, négocier avec le régime iranien. Ça me paraît peu probable au regard de ce qui s'est passé depuis 45 ans. Eh bien voilà, nous avons les armes de la parole, mais il y a la parole des armes. Les deux sont aussi importants peut-être l'un que l'autre. Merci de vos éclaircissements, merci à Jonathan Serrero et merci à Emmanuel Razavi, dont je rappelle le livre La face cachée des Mollahs. Et c'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.